Parfait, merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions tout à l'heure, mais auparavant, peut-être que je vais tenter de résumer. Ça sera assez difficile sans reprendre moi-même 30 minutes de votre temps. Je pense que vous avez compris que la présentation portait sur la requalification d'un immense territoire au sud de la voie ferrée est-ouest qui borde le lac Ontario à Toronto. Donc, ça représente un nombre d'hectares incroyable qui serait à peu près 20 fois Canary Wharf. Et si vous êtes déjà allé à Londres, vous savez que c'est déjà énorme, 4 fois Monaco, etc. Et c'est des montants qui sont à peine imaginables. En fait, 1,5 milliard de dollars, si j'ai bien compris. Je rappelle les simples objectifs du développement qui sont que toute activité ou tout transit doit s'effectuer en dedans de 5 minutes. Et il s'agit aussi de prévenir l'étalement urbain en évidemment densifiant une zone qui est déjà en milieu urbain. On aura 20% de logements abordables, donc il y aura une certaine mixité sociale. Important aussi, un accès public à l'eau, donc 25% des terrains vont être consacrés à des parcs, en bordure à des parcs et autres modes d'accès public, autres espaces verts. L'indicateur, en fait, qui est utilisé pour mesurer la durabilité des bâtiments et même du quartier dans son ensemble, ce sera la conformité ou non aux normes LEED. Et enfin, évidemment, il faudra que ça soit financièrement durable puisque tout ce développement-là va être géré par une compagnie qui regroupe en fait plusieurs intervenants sur ce territoire-là parce qu'on comprend que ça touche divers paliers de gouvernement. Les différents secteurs et même différents bâtiments ont fait l'objet de concours internationaux. Malgré tout, il y a une planification générale qui s'effectue sur le territoire. Maintenant, en termes d'infrastructure, je dirais qu'on a eu droit à toute en fait, une gamme de taille, d'échelle d'infrastructure. D'une part, l'infrastructure de gestion des eaux pluviales qui peut, en fait, ça peut être géré. C'est une partie gérée à la parcelle, une partie est gérée durant le transport de l'eau jusqu'au lac, une autre partie est gérée en fait juste avant que les eaux de ruissellement soient déversées dans le lac, puisque l'idée c'est d'avoir évidemment des eaux de ruissellement qui sont non seulement moins importantes en volume, mais aussi traitées avant que ça se rende au lac. Ce qui est intéressant aussi, c'était peut-être de noter que même des éléments discrets comme les arbres sont considérés comme partie de l'infrastructure et partie intégrante donc du système de contrôle à la source des eaux pluviales. On a vu aussi un système de chauffage qui, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça se fait ailleurs quand même, est partagé entre plusieurs buildings. Donc là, plutôt que d'avoir un réseau très court, on a un réseau quand même allongé. Aussi, la décontamination du sol. Donc, normalement, un sol, lorsqu'on le décontamine, on peut toujours faire de la phytorémédiation sur place, bien sûr, mais ça ne se prête pas toujours à ça. Souvent, on doit extraire le sol et aller le décontaminer dans des usines situées à l'extérieur. Là, on essaie de le faire sur place. Donc, dans ce cas-là, le cycle ou le réseau est rétréci. Et enfin, on a terminé par ce que j'appellerais, ça doit avoir un autre nom, un aspirateur à ordures, qui est un... Donc, oui, exactement. Comment? Collecte pneumatique des ordures, qui est un terme, une expression beaucoup plus juste, où en fait, on a un réseau qui semble être de moyenne dimension, encore une fois, qui évite d'avoir à faire une collecte avec des camions et tout. Et c'est un extraordinairement important, un très, très grand projet de requalification d'une friche urbaine contaminée. Donc, c'est un projet quand même assez emblématique et intéressant. Donc, sur ce résumé qui résume pas tout ce qui a été dit, bien sûr, je vais prendre
quelques questions avant la pause sur le sujet français, anglais. Je vais peut-être demander aux deux intervenants, donc Monsieur Souami et Monsieur Josiane, just sit down and we'll take questions. Alors, Franck. Merci. Donc, ce sera question en français, puis peut-être qu'Olivier, tu pourras traduire. Oui, Olivier, voilà, qui est Roi Baillargeon, traducteur officiel de la conférence. C'est un peu la même question posée aux deux. Je remercie Taoufik d'avoir particulièrement mis en valeur la question du caractère assez complexe de la gestion de ces circuits courts et donc des enjeux d'exploitation qui sont derrière et de tout ce que tu as indiqué comme étant finalement une sorte de nouveau marché pour les entreprises de services urbains qui, d'une certaine manière, s'engagent dans ce type de démarche expérimentale, même si ça leur coûte au début, parce qu'ils essayent de se positionner comme futurs opérateurs de services intégrés. C'est tout à fait passionnant. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça donne ici. Tu ne peux pas vraiment répondre d'ailleurs, mais dans un contexte nord-américain et québécois, dans lequel il y a, les entreprises privées de services urbains sont beaucoup moins présentes, et dans lequel il n'y a pas eu le même bouleversement du marché de l'électricité qu'en Europe, avec une mise en concurrence systématique, et donc la nécessité de se placer en concurrence les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire sans ces acteurs privés ou concurrentiels, peut-être que ça doit pas en dire un mot aussi, mais il y a quand même de l'innovation, on le voit bien, qui arrive. Donc du coup, ça passe par quoi c'est un petit peu la question que je me pose, et j'ai peut-être une hypothèse, c'est que ici, ça passe peut-être effectivement plus par la voie du design, c'est-à-dire plus par la voie de l'intégration dans la conception, et on va mettre plus l'accent sur des dispositifs moins compliqués à gérer peut-être, et plus intégrés au niveau de la conception des quartiers ou des bâtiments. Alors qu'il pourrait y avoir justement, parce qu'il y a des opérateurs de services, une tentation en Europe d'aller faire des systèmes plus complexes à gérer. C'est peut-être pas très clair, mais bon. Et c'est un peu la question que je posais à M. Bedrosian, c'est est-ce qu'on a mesuré le coût d'exploitation de ces systèmes, notamment de gestion d'eau pluviale, et comment se répartissent les coûts entre propriétaires privés et la ville? Est-ce qu'il va y avoir un service municipal qui va gérer, contrôler ces équipements d'un nouveau type? Tu veux commencer? Tu veux poser la question à qui en premier? C'est celui qui parle. Le premier qui commence. Le temps que la traduction se fasse, oui, j'attaque. En fait, j'avais bien dit que je prenais les entreprises de services urbains dans leur on va dire, version privée comme personnage de l'intrigue. Enfin, ça n'a pas fait beaucoup de suspense, mais comme révélateur, parce que le modèle, lui, je veux dire, le modèle dans ses principes théoriques est présent en Amérique du Nord de la même manière. C'est-à-dire que ensuite, il y a des différences. La question qui se pose, c'est si on ouvre effectivement d'une manière beaucoup plus importante que ces expérimentations ou ces circuits courts qui pour l'instant sont marginaux dans la masse de la production ou du traitement des déchets, de la production énergétique, de la gestion de l'eau. On prend l'hypothèse que ces circuits courts vont prendre de l'importance. Donc on ouvre et dès qu'on passe des petites failles vers une ouverture plus importante dans le système fermé du réseau unique, là, ce sont les mêmes questions qui se posent. Même si, en l'occurrence, dans un certain nombre de villes d'Amérique du Nord, ça peut être des organismes publics qui ont en charge, ils vont avoir les mêmes problèmes d'organisation, de services, qui ne peuvent pas mettre à profit ce qui a été démontré, c'est-à-dire les effets de club, les économies d'échelle. Et donc c'est pour ça que j'évoquais cette piste d'une économie qui est beaucoup plus localisée, c'est-à-dire de chercher des synergies qui sont dans les dispositifs localisés. Je ne suis pas en train de dire que ça marche nécessairement, mais ce qu'on observe, c'est cette hypothèse-là. Ce qui a été présenté dans le projet de Toronto, c'est exactement la même panoplie qui est
dans tous ces projets-là. Et là, en l'occurrence, pour ceux qui s'intéressent à la circulation de modèles, là, on a un modèle qui circule très bien depuis quelques années et qui pose les mêmes questions d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique plus largement. Et qui, effectivement, pose la deuxième question que tu posais sur mesurer les coûts et la répartition des coûts. Et donc, comme c'est une patate chaude, je laisse la réponse à monsieur. Okay, go ahead. Yeah. To the question that how can innovation be implemented through design and whether it is possible to do innovation, my experience is that you can only do innovation, you can apply innovation as long as it's equal to or cheaper than what you are doing now. There is no way we are able to implement something new if it's more expensive than how it's done now. So we have to convince ourselves and also the people who are giving us the money, the politicians, that what we are doing is good and it's cheaper and it's good for the environment, good for the users. But if it's not good for the pocket, then we cannot do any innovation. That's the first question. Maybe more precisely, have you measured if it's cheaper to manage shorter circuit infrastructures than traditional mega infrastructures? Is it cheaper or? For buildings, for example, anything that we do in buildings, we are measuring, or we have applications elsewhere in Europe or in United States, or if it's in Quebec already, and then we are comparing it to the way it's done. And as I said, the economics is the most important criteria for innovation. Okay, est-ce que Olivier, tu... En fait, la réponse était à savoir que finalement, c'est toujours le critère ultime. Si c'est si c'est meilleur marché, et là, je présume que ça comprend, d'après ce que je comprends, c'est l'entièreté du système. Donc, j'imagine que ça doit inclure à la fois la mise en place et l'entretien et la gestion. Donc, ce qui est le critère ultime, c'est est-ce que c'est meilleur marché d'avoir un circuit court ou plus cher? Et si c'est meilleur marché, ça vaut la peine de l'implanter. C'est ce que j'ai compris de la réponse. Yeah. Okay, I will give you one example. The soil treatment, soil management. Even though we did measure everything in terms of how much it costs to take trucks to landfill site, and how much it costs to bring in clean soil from far away with trucks. Apart from that, we also measure the social and environmental costs, like accidents, increased accidents on the highways with more trucks, increased pavement wear and tear with trucks, health costs, pollution, carbon, etc. And then if you add all these social and environmental costs, obviously it makes sense to do the soil treatment on site. But because the government is telling us that we are not paying for the social and environmental costs, so you can only measure against treating on site versus the cost of the landfill. We couldn't do it, but now we have reduced the technology costs, and now it's competitive. Only now it's acceptable by the government to pay for this. Monsieur Bedrosian a donné l'exemple. En fait, tout dépend de ce que vous calculez dans votre comptabilité. Si vous incluez les coûts, les externalités sociales et
et même sur les infrastructures plus larges de certains d'utiliser un circuit long. Et là, il a donné l'exemple de la décontamination du sol. À ce moment-là, dans certains cas, même une technologie qui peut apparaître plus coûteuse va en fait être bénéfique ou avantageuse si on fait une analyse avantage-coût, mais en incluant des avantages sociaux ou des coûts plus larges. Par contre, le gouvernement n'avait pas le même genre de comptabilité. Donc, au départ, il considérait que la décontamination du sol sur place n'était pas avantageux. Mais finalement, ils ont réduit les coûts de la technologie et finalement, même financièrement, dans un cadre assez strict, ça se trouvait être rentable. Je vais prendre peut-être les 3 questions qu'il y a vraiment rapidement. Allez-y. Merci. J'étais très intéressé par plusieurs points, et notamment ces deux-là, dans l'exposé de Taoufik Souami. La synergie, disons, et le design. Et la question va porter sur la relation entre les deux, comment les deux peuvent aller ensemble. Alors la synergie, je la prends en effet, disons synergie ou intégration. Bon. J'imagine que d'ailleurs vous pouvez en parler à la fois dans la synergie des circuits courts avec les réseaux universels et aussi entre réseaux universels, ce qui est peut-être une question presque plus intéressante. Bon. Mais peu importe. Alors, ok, synergie, ce serait une piste. La synergie serait une piste. Les deux formes de synergie seraient une piste. Et vous avez évoqué ensuite les systèmes de services en disant, alors j'ai cru comprendre que la forme pratique de la synergie, c'est les systèmes de services. Et donc la posture des opérateurs comme intégrateurs de systèmes de services. Bon. Alors, après ça, vous avez parlé de design. Alors, je n'ai pas bien suivi. Moi, ce qui m'intéresserait personnellement le plus encore, c'est du design de la conception des réseaux. Mais après tout, on peut aussi designer les systèmes de services. Alors, est-ce que vous parlez du design des systèmes de services, qui est déjà pas mal, c'est même très intéressant, ou est-ce qu'on pourrait imaginer de designer synergétiquement, je ne sais pas comment on pourrait dire, des réseaux. Parce que votre usage du mot design portait sur le matériel, pas seulement, n'est-ce pas, l'esthétique, le matériel, la matérialité, pas seulement sur des fonctionnalités. Alors, je trouverais très intéressant de pouvoir faire, on en parlait tout à l'heure, de la 5 compositions, je sais pas, synergie composition, des réseaux matériels, du hardware, pour dire, si on voulait distinguer un peu ça schématiquement, le réseau comme hardware plus ou moins, quoi, et les systèmes de services comme software. Voilà. Parce qu'il me semble qu'on a fait des grands progrès dans la conception des infrastructures, même si on peut parler aujourd'hui d'infrastructures de services, si on veut. C'est vrai aussi. Ce serait peut-être les systèmes. Comme vous avez joué sur les deux concepts, le réseau et le système, qui sont des concepts voisins mais pas du tout égaux. Voilà. Est-ce que vous imaginez donc que ce design, notion très intéressante et très importante, ou cette conception, porte exclusivement ou spécialement sur les systèmes de services ou sur les réseaux eux-mêmes? Alors, pour être honnête, dans mon esprit, cette réflexion étant en process continu et que je vous livre ce que parfois les interrogations à l'occasion de colloques suscitent comme réflexion au-delà de ce qu'on peut produire. Donc, cette interrogation sur le design, elle est relativement ancienne. En revanche, elle porte bien sur le design, dans mon esprit, jusque-là, sur le design du réseau. Alors, peut-être c'est un vieux reste d'architecte ou de quelqu'un qui s'intéresse à la forme matérielle des objets. Mais effectivement, mais ce que j'avais aussi à l'esprit, mais que je n'ai pas évoqué, c'est que la réflexion sur les systèmes de services, et pas sur les réseaux d'abord, amène, si on raisonne d'une manière un peu linéaire, d'une manière rétroactive, une réflexion sur la manière de faire du design de réseau. Et donc, par conséquent, le design des services et le design, pour reprendre vos termes, le design des services et le design des réseaux deviennent interdépendants. Mais on n'en est vraiment pas là. Ce que j'évoquais dans ma présentation pour être clair, c'est des hypothèses de travail. Les équipes, que ce soit des services publics ou des entreprises privées, ne sont pas bouleversées leur méthode de conception des réseaux. Mais je peux composer un tout petit mot? Parce que ça paraîtra en tout cas très intéressant de mettre en évidence cette question de la conception, du design même, des réseaux physiques,
parce que cette question-là, elle reste assez ouverte. Je vais prendre un tout petit exemple dans des réseaux de synergie pas très extraordinaires. Hein. La multimodalité, hein, qui fait partie aussi du Bordeaux ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'une gare multimodale? Bon, et ça a l'air de rien, enfin, une gare multimodale. Bon, alors, soit on fait de l'intégration au sens service, et ça, on commence à savoir le faire, enfin, bon, plus ou moins. Si on veut se demander qu'est-ce qu'une gare multimodale du point de vue de l'architecture, enfin, c'est pas aussi évident, notamment parce que vous disiez c'est aussi de l'esthétique. C'est quoi l'esthétique multimodale? Question encore assez curieuse. L'esthétique de la gare, bon, après tout, il y en a eu une au 19e siècle, il y en a encore, la belle gare, si je peux dire, disons ça. C'est quoi un beau multimodal? Pour prendre cet exemple-là, bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'ailleurs, mais enfin, donc la question me paraîtrait très intéressante à vraiment poser. Qu'est-ce que ça voudrait dire du design multi-réseau? Du coup, je pense 3 secondes. 3 secondes, puis ensuite, j'allais dire, je vais peut-être prendre uniquement les questions qui s'adressent à M. Bedrosian, qui doit nous quitter pour reprendre l'avion à Toronto. Puis pour les autres questions, on pourra continuer peut-être dans la table ronde. Monsieur, justement. OK, parfait. Alors, je vais me limiter à une question parce que le temps est très raccourci, mais j'ai vu, I saw on your slides much and a bit was discussed this morning of the deconstruction, the dismantlement of the Gardiner Expressway. I saw on your latest slides the Gardiner Expressway seemed to have disappeared. Is it true that the Gardiner Expressway is going to be taken down because it's a major urban barrier? I'll limit my question to that. I had other questions, but time permitting, I'd like to have a bit of a comment on that. Thank you. Gardiner Expressway, the East-West Expressway, unfortunately, will stay there for the foreseeable future. There's no money to take it down or to bury it. Waterfront Toronto started an environmental assessment study options of removing it, but with the new elections, with the new mayor, all the studies are put on the shelf. OK. Bon. Gérard, est-ce que c'était pour... oui, avec le soutien d'Olivier. Si on se rappelle qu'à la fin du 19e, début 20e siècle, en Amérique du Nord, mais on pourra répondre en français aussi pour le cas européen après la pause, mais si on se rappelle que l'essentiel des services étaient produits par des entreprises privées et qu'on les a municipalisés fin 19e, début 20e siècle, justement parce que la logique de l'entreprise privée, qui est une logique de profit, est incompatible avec l'idée même de service public. Est-ce que les services en court-circuit ne pourraient pas être une belle opportunité devant le coût invraisemblable de reconstruction de nos équipements collectifs? Ne pourrait pas être une façon pour des collectivités de garder un niveau de service très élevé et en laissant l'essentiel du coût non rentabilisable de la mise en état du reste des services aux collectivités les plus pauvres et se retrouver dans la situation où, aux États-Unis, la démultiplication des villes privées fait qu'il y a de plus en plus de collectivités qui régressent par rapport à ce qui est l'idéal, par exemple, d'une collectivité avec l'ensemble des services. I should answer it. Yeah. This is a debate which is going on all the time. Should it be private? Should it be public? Can private sector offer better services for profit? But right now, the government is not going to allow any essential services to be privatized. That is water and sewage by Ministry of Environment. It cannot be operated privately. It must stay as government services. The transit, again, the city is not going to allow a private operator to bring in more efficient buses or streetcars or anything like that. So for the foreseeable future, all services will be continuing to be public, except utilities like hydro and gas, and as well as broadband, intelligent communications. All these are private, and there is competition for new operators to offer better service for better price.
So those are happening, and with competition, they will be better, but not the essential services. Ah oui, OK. Ah ben non, ça va, The mais example is vacuum waste. Garbage collection is a city service, and we showed that this vacuum waste is a good way of doing it, but the city will not allow somebody else to pick up garbage. donc, je pense qu'on peut résumer en disant que pour la plupart des services, le gouvernement ou la ville n'autoriseront pas finalement les opérateurs privés à prendre en main ces services-là. Et ça, c'est pour ce qui est des eaux usées et potables, la collecte des ordures, par exemple. Comment? Et transport en commun. Alors que pour ce qui est de l'énergie, par contre, donc gaz naturel, électricité et tout ça, ça, par contre, ça va pouvoir, ou c'est déjà entre les mains du privé. Ce que je vous suggère, c'est, merci de votre patience pour toutes ces questions. On va poursuivre avec deux autres présentations et la table ronde, et là, on pourra justement poursuivre les réponses aux questions. Mais je vous propose de prendre une pause de 15 minutes, se dégourdir, justement faire un peu de mobilité et se dégourdir les jambes, et on revient dans 15 minutes.